Salut à toi et bienvenue dans Mimosa. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, un épisode qui a du sens, un épisode qui s'inscrit dans un mouvement collectif, un élan de solidarité. Mimosa participe au Podcaston, un marathon de podcasts au service des associations caritatives. Parce que oui, la voix, ça peut aussi servir à éveiller les consciences, à mettre en lumière des causes qui méritent qu'on s'y attarde. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, l'égalité des chances, l'accès à l'éducation et la lutte contre la précarité. Pour ça, j'ai la chance d'être accompagnée par Guillaume, un homme engagé et membre de l'association Action Éducation. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume, un passionné d'éducation et d'engagement. Lui-même issu de l'éducation prioritaire, il a failli décrocher au lycée avant que 2 profs et une option cinéma ne changent sa vie. Empêché de devenir prof par un accident, il s'est lancé dans l'associatif. Lutte contre le décrochage, ateliers cinéma, création d'Asteria, pour reconnecter les jeunes à la citoyenneté. Après 6 ans à aider les collégiens à trouver leur stage de 3e grâce à une association, il rejoint Action Éducation, une asso qu'il a marqué enfant à travers une correspondance avec un écolier béninois. Aujourd'hui, il y travaille pour transmettre ce lien essentiel entre éducation et engagement. Bonjour Guillaume. Bonjour. C'est quoi tes missions dans cette association qui est Action Éducation ? Tu peux nous expliquer un peu ? Notre mission principale, c'est de participer à la scolarisation, mais pas que, à toute l'éducation, donc réussir à faire aller à l'école, faire rester à l'école et faire réussir et s'épanouir à l'école les jeunes qui vivent en habitat précaire. Et c'est quoi l'habitat précaire exactement ? Très bonne question. L'habitat précaire, c'est quelque chose d'assez précis. Ça désigne les bidonvilles, les squats, les hébergements d'urgence, les hôtels sociaux. En fait, c'est tout l'habitat qui est temporaire et transitoire. Okay. C'est tout ce qui n'a pas vocation à durer. Et il y en a beaucoup en France. On a beaucoup de mal avec ça. Enfin, les gens ont beaucoup de mal avec ça, mais il y a des bidonvilles en France. Il y a peut-être 10 000 personnes qui vivent en bidonville, des enfants qui vivent en bidonville en France. Et un effet un peu pervers de nos très très bonnes statistiques sur la scolarisation, je crois qu'on a 99% des enfants en âge d'être scolarisés qui le sont en France, ce qui fait que les 1% qui ne le sont pas, ils sont encore plus invisibilisés que les autres, on les voit pas, on n'en parle pas, c'est aussi conditionné par leurs conditions de vie. Concrètement, les bidonvilles, c'est souvent isolé, c'est éloigné des centres, c'est en périphérie, c'est dans les zones où ils peuvent s'installer, donc par essence, dans les zones où il n'y a pas grand monde, donc c'est des gens qu'on ne voit pas. Est-ce que les familles, elles souhaitent être hors de tout système, être indépendantes de tout ? Est-ce qu'elles acceptent de l'aide ? En général, au contraire, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'ils cherchent à tout faire pour leurs enfants. Ouais, leurs enfants, c'est leur priorité 1, 2 et 3. On est assez loin des clichés, hein. Alors oui, souvent, on s'entend dire « Ouais, mais regardez, là, il y a une mère qui est avec ses enfants au feu rouge à faire la manche. » Alors déjà, on ne sait pas pourquoi ils sont là, peut-être qu'ils y sont contraints aussi, parce qu'il y a beaucoup de réseaux qui profitent de ces personnes qui sont vulnérables, marginalisées. Assez peu défendus et peu protégés, donc il y a des phénomènes d'emprise, il y a des réseaux criminels, il y a du trafic d'êtres humains, enfin c'est vraiment des sujets qui sont très durs, très lourds, et sur lesquels beaucoup d'associations et beaucoup d'acteurs associatifs, d'institutions aussi, essayent d'agir. C'est un travail qui est très fastidieux, qui est aussi assez invisible, mais il y a un petit côté travail de Sisyphe aussi, de toujours accompagner une famille avec des moyens de l'État, avec des institutions aussi, l'hébergement et l'accès au logement, qui s'appelle la DIAL, qui porte le plan national de résorption des bidonvilles. Ça veut dire quoi, résorber un bidonville ? Résorber un bidonville, ça veut dire avoir trouvé des solutions durables pour tout le monde. C'est pas démanteler ou expulser un bidonville, c'est vraiment avoir trouvé des solutions durables et convenables et dignes, un habitat digne pour ces personnes. Et de l'autre côté, on a aussi évidemment les enjeux du ministère de l'Intérieur, des préfectures qui vont expulser ces bidonvilles. Donc là, on sort d'une année particulièrement compliquée parce qu'on avait les Jeux Olympiques en Île-de-France. Ah oui. C'était une période extrêmement dure en termes d'expulsion, avec des expulsions très régulières. Il faut savoir qu'une expulsion, en général, d'un site, c'est 6 mois de déscolarisation, 6 mois à 1 an de déscolarisation pour les enfants. Et en Île-de-France, l'année dernière, on tournait en moyenne avec un site expulsé tous les 2 mois. Okay. Donc c'est le jeu du chat et de la souris. On passe son temps à chercher les familles, savoir où elles ont été envoyées, les retrouver, rescolariser les enfants, jusqu'à ce qu'ils se fassent réexpulser, et il faille tout recommencer. Avec beaucoup d'effets très pervers, mais quand on a une expulsion, souvent c'est des familles qui perdent tout, parce qu'on leur permet pas nécessairement de repartir avec leurs affaires. Donc ça veut dire le carnet de santé. Donc pour réinscrire un enfant, on a besoin du carnet de vaccination. Donc on va reperdre un temps infini pour retrouver les pièces ou les reconstituer, ou alors refaire faire tous les vaccins pour avoir les documents. Beaucoup d'obstacles aussi administratifs, parce que pour se scolariser, il faut un justificatif de domicile. Voilà, donc quand on habite en bidonville, la question se pose.
Comment on en est arrivé là? Est-ce que on a accepté cette situation sans vraiment s'en rendre compte? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a un désinvestissement de l'État qui est très fort dans le financement des associations. Il y a un climat politique qui est aussi assez tendu, un recul des droits qui est manifeste. Okay. Donc on a beaucoup de facteurs qui s'additionnent. Et on a un affaiblissement assez fort des services publics, que ce soit sur les questions d'hébergement, sur les services sociaux. C'est un truc qui est pas très concret pour les gens, mais on a toujours entendu dire que obtenir une place au 115, c'est hyper dur. Voilà. On a ces documentaires qui sortent régulièrement, on a ces reportages, on le sait. Voilà. Il y a des gens qui appellent 15, 50 fois le 115, qui n'ont pas de chambre, qui n'ont pas d'hébergement, ou alors qu'on en a un pour une durée très courte de 1, 2 ou 3 jours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, et ça vraiment j'insiste et je veux que les gens l'entendent, pour être prioritaire en 115, il faut être enceinte de plus de 7 mois ou avoir un bébé de moins de 3 mois. Donc on peut avoir un bébé de 4 mois et ne pas être prioritaire au 115. Il y a 15 ans, avoir des enfants, c'était être prioritaire. Voilà. Le fait de laisser des enfants à la rue, c'était complètement inconcevable. Et encore une fois, je veux surtout pas jeter la pierre sur le 115 parce que tout le SAMU social et toutes les structures qui font ce travail indispensable font littéralement ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Et c'est vrai qu'en termes de conditions de survie pour les familles et les habitants de l'habitat précaire, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, qui fait que du coup, ils se détournent aussi de tous les dispositifs qui existent, qui pourraient les aider. Du coup, ça s'améliore pas du tout la situation avec le temps? Non, la situation s'améliore assez peu. Alors il y a quand même des progrès. Vous restez quand même optimiste Bon, il faut, toujours, et puis sinon, si on abandonne, on n'y arrivera jamais. Mais non, il y a des élans de solidarité qui sont omniprésents. À chaque fois qu'on voit un nouveau site s'implanter quelque part, spontanément, on va avoir... Alors, on aura toujours les gens qui vont gueuler sur Facebook en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font là ?» On a les municipalités qui sont pas du tout, rarement ravis de voir un bidonville s'implanter sur leur territoire. Mais on a aussi des voisins qui vont organiser des collectes, qui vont organiser des collectes de vêtements, qui vont ramener des choses. Enfin, on a toujours des élans de solidarité locaux. D'humanité aussi. Et d'humanité qui se manifestent, et heureusement. Et c'est ça aussi qui fait que on garde le cap et l'espoir. C'est qu'il y a des associations de gens absolument formidables. Des petits, pas forcément des associations d'ailleurs, ça peut être des collectifs informels, ça peut avoir toutes les formes, ça peut être la très grosse asso nationale, ça peut être une ONG comme nous, internationale, sur 16 pays dans le monde, ça peut être les 2 personnes dans leur quartier qui ont décidé d'agir et qui vont mobiliser les autres autour d'eux, hors de tout cadre légal, administratif, parce qu'en fait, on n'a pas nécessairement besoin de se constituer en association pour agir, et heureusement. Donc non, il y a toutes les formes d'engagement et de solidarité qu'on peut voir sur le terrain qui aussi nous aident, nous font nous dire qu'on ne travaille pas nécessairement pour rien. Pour scolariser un enfant, on a besoin d'un justificatif de domicile, mais les enfants qui vivent dans les bidonvilles, ils font comment alors? Maintenant, pour scolariser un enfant, sachant que c'est un impératif, ça relève des droits de l'enfant, ça relève de la Constitution, ça relève du droit français aussi, l'obligation pour l'État de scolariser les enfants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur situation administrative, quelle que soit leur nationalité, c'est pas un critère pour scolariser un enfant en France, pour l'instant. Pour scolariser, le justificatif de domicile est remplacé par une attestation sur l'honneur. Ça a l'air rien du tout comme ça. Mais du jour au lendemain, ça a levé 90% des blocages pour scolariser ces enfants-là dans les écoles en disant non, ils sont scolarisés à telle adresse, j'ai pas besoin d'une facture d'électricité, j'ai pas besoin d'un abonnement téléphonique de moins de 3 mois pour montrer qu'il vit bien dans ce bidonville-là, qu'il est bien dans ce squat-là, les familles l'attestent et ça suffit. Une autre chose aussi qui est peu connue, c'est que pour scolariser un enfant, il faut aussi le carnet de vaccination, donc toutes les vaccinations obligatoires pour aller à l'école. Aujourd'hui, on a une tolérance de 3 mois entre l'inscription de l'enfant et la présentation du document. Ce qui fait qu'on gagne 3 mois de scolarité, et quand on a 6, 7, 8 ou 10 ans, c'est monstrueux, c'est énorme, ça peut tout changer. Un autre exemple de plaidoyer qu'on porte collectivement qui pourrait changer beaucoup de choses, c'est qu'aujourd'hui, un des seuls impératifs de l'État quand il expulse une famille, donc évacuer un bidonville, c'est d'offrir une solution de relogement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc déjà, souvent, l'État manque à son devoir premier, mais c'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, il n'y a pas de critère qui prend en compte le lieu de scolarisation des enfants. Donc ça arrive très régulièrement, qu'un bidonville soit expulsé, que les familles, on leur propose un hébergement 3 jours dans un hôtel social à 90 km d'ici, ce qui est ni une solution durable, et ce qui fait que les gens souvent refusent la proposition et préfèrent retrouver un autre squat ailleurs, plus près, pour être sûrs de pouvoir emmener leurs enfants à l'école le lundi. Mais concrètement, ce que nous on essaye de faire passer en ce moment, une des choses qu'on peut potentiellement essayer de faire passer, c'est de prendre en considération le lieu de scolarisation des enfants, de mettre un rayon de X kilomètres autour, et de dire on doit proposer une solution autour d'un tel périmètre. Donc on a d'un côté cette politique forte et ambitieuse
et volontariste pour scolariser les enfants, mais de l'autre, on a aussi des fois des expulsions. Donc on a à la fois l'État qui va pousser pour scolariser les enfants et l'État qui va les déscolariser en les expulsant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de travail de Sisyphe un peu. Ouais. C'est tous les jours on recommence quoi. Okay. Mais faut pas, on perd pas espoir. Faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras, c'est clair. Enfin, on travaille avec des structures et des assos très engagés, et les gens sur le terrain, les médiateurs, les médiatrices scolaires qui sont sur le terrain se défoncent, ils font littéralement tout ce qu'ils peuvent avec leurs moyens et leurs petits bras, mais concrètement c'est déjà énorme, et c'est quelque chose qui est très très précieux. On en voit les effets, on en voit l'impact, on voit à chaque fois que ces personnes interviennent dans les établissements, on voit que la situation scolaire et éducative de ces enfants, elle est transformée, et c'est quelque chose qu'on essaye de pousser au maximum évidemment. C'est quoi la place d'Action Éducation dans tout ça ? Notre place à nous dans cet écosystème-là en tant qu'Action Éducation, elle est un peu particulière. C'est pour ça que j'en ai intitulé de poste un peu bizarre de accompagnateur des dynamiques territoriales. Je suis pas chef de projet ou en charge d'un territoire. Je suis pas médiateur scolaire non plus. J'interviens pas directement auprès des familles dans les bidonvilles dans tous les habitats précaires auprès des familles. Moi, mon rôle, il est un cran au-dessus. C'est-à-dire que je vais travailler avec les associations. On va essayer de mettre autour de la table plusieurs structures qui ont souvent des intérêts divergents, parce qu'on a les associations de médiation scolaire, on a des petits collectifs hyper militants et hyper engagés, on a des très grosses associations, des assos nationales, des ONG, et on a les institutions. On travaille ensemble, on essaye de créer des dynamiques où localement vont s'investir les acteurs autour d'une thématique commune, en bonne intelligence et en tâchant d'être efficaces. Est-ce que tu as un exemple ? Oui, bien sûr, alors il y en a plein. Un groupe de concertation entre un centre d'hébergement d'urgence et les écoles du quartier. C'était un peu déploré le fait qu'il y avait très peu de liens entre les familles et l'école, que les familles étaient assez réticentes d'envoyer leurs enfants à l'école parce que c'est des familles qui ont vécu des vraies maltraitances dans leur pays d'origine ou quand eux étaient petits à l'école. C'est des gens qui ont l'habitude de peut-être potentiellement se cacher de la police, donc se dire avoir ce lien avec les institutions, avec le pouvoir public, c'est quelque chose qui peut beaucoup effrayer. Donc on a essayé de créer du lien à ce niveau-là en réunissant autour de la table les personnels de l'école, les parents d'élèves, les équipes du centre d'hébergement d'urgence, et à vocation de faire participer les familles aussi, parce qu'on a les familles des parents d'élèves de l'école qui habitent dans le quartier. On aimerait aussi avoir des familles du centre d'hébergement d'urgence, que les défiances un peu réciproques tombent, et ça c'est un enjeu qui est très fort. À Toulouse, on a assisté à une présentation d'une association locale qui travaille sur un bidonville connu et assez ancien, très implanté à Toulouse. Ils ont fait un travail ensemble pour essayer d'analyser l'absentéisme scolaire des enfants d'habitat précaire. Bon, ça, on s'est rendu compte que l'essentiel de l'absentéisme se déclenchait au moment du repas du midi. Pourquoi ? Concrètement, un enfant qui rentre chez lui, qui va traverser, une gare de triage, qui va rentrer chez lui tout bœuf, est-ce qu'il va retourner à l'école l'après-midi alors qu'il est plein de boue et qu'il fait froid et qu'il est épuisé et qu'il est sûrement très loin aussi, parce que souvent ils sont loin des établissements. En mettant ces enfants demi-pensionnaires et plus externes, leur absentéisme s'est effondré. Ça a l'air tout bête comme ça, mais ça c'est le genre de travail qu'on peut faire que quand on fait travailler ensemble les structures, les familles, l'État par le biais de l'éducation nationale et les établissements, et qu'on arrive à engager tout le monde autour de la table. Ok. Et qu'est-ce que vous faites, vous, Action Éducation, de différent, là où d'autres assos sont débordés ? Avant, on avait beaucoup l'image de l'humanitaire c'était des équipes qui étaient envoyées dans des pays, qui intervenaient et puis qui repartaient ou qui revenaient. Donc on va envoyer des blancs à l'autre bout du monde, ils vont intervenir, sauver tout le monde, puis ils vont rentrer, et bien joué. Le bon sauveur, Exactement. Et depuis une bonne quinzaine d'années, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, parce que justement c'est ça, c'est essayer de se mettre dans une posture où on va se baser sur le terrain, accompagner la montée en compétences des équipes locales, les outiller, leur apporter ce qu'on peut leur apporter, mais certainement pas leur dire quoi faire. Le but, c'est que les apprentissages du terrain et toutes les expérimentations qu'on sont faites et tout ce qu'on en retire ensuite, on l'améliore et on le diffuse, et que ça profite aux premiers concernés, que sont les habitants et les assos qui les accompagnent. Je voulais parler un peu des histoires qui marquent. Je sais pas si tu avais une petite anecdote marquante de ton expérience dans l'asso, ou un enfant, une famille... Des histoires qui marquent, il y en a tous les jours. Une dame qui est rentrée de la maternité avec son bébé de 3 jours, et en fait, l'hôtel social où il était hébergé a appelé le SAMU social en disant en fait, ils sont plus 3, ils sont 4. Et ma chambre elle est pour 3, et soit vous payez plus, soit machin, et le SAMU social pouvait pas à ce moment-là, où il n'y avait pas de place ou je ne sais pas, donc ils ont mis à la rue une famille avec un bébé de 3 jours en février en France. Et c'était pas en 1960, c'était en 2022 quoi. C'est horrible. Donc c'est des cas comme ça qui font qu'on passe par toutes sortes d'émotions dans ce travail, des fois on passe par l'espoir, par le désespoir, par la rage. Pour
finir, maintenant on fait quoi? Comment aider? Comment à notre échelle on peut apporter notre soutien pour Action Éducation déjà? Il y a Ouais. plein de moyens d'aider. On peut devenir bénévole, qu'on soit pour une grosse ONG ou une toute petite structure. On peut aller se renseigner auprès de l'asso de son quartier. Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui recensent un peu tous les besoins de bénévolat des structures. On peut aider financièrement aussi, parce que c'est quelque chose de très important, et ça je le dis. Aujourd'hui, les dotations publiques baissent, l'aide au développement a été divisée d'un bon tiers. Il y a besoin d'argent. Et un don de 1, 2, 3, 4, 5 euros par mois, ça peut changer beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être demander aussi, si vos enfants sont scolarisés dans une école, si d'autres familles viennent d'hôtels sociaux, et peut-être ce que vous pouvez faire, vous allez peut-être apprendre qu'il y a un besoin de collecte de vêtements, qu'il y a un besoin de quelque chose. Les actes de solidarité, ils peuvent avoir 1 milliard de formes différentes, et ils sont tous précieux et tous utiles. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'engager, écouter, se renseigner, regarder, et essayer d'agir. Merci Guillaume, merci à Action Éducation. Si cet épisode t'a touché, tu peux découvrir d'autres associations et d'autres initiatives sur www.podcaston.org. Et si tu veux suivre Mimosa, tu peux activer la cloche pour être au courant du prochain épisode. Si tu veux en discuter avec moi, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, charline-hbn, je serai ravie d'échanger avec toi. Merci Guillaume, merci à toi qui écoutes, et à très vite dans Mimosa.